La Belle et la Bête ne parle pas seulement d'amour. C'est un conte qui cache en réalité une prophétie. Il annonce la chute de l'Ancien Régime 50 ans avant la Révolution française. Dans la version originale, les fées ne sont pas des marraines bienveillantes, mais l'allégorie d'une nouvelle élite destinée à remplacer la noblesse. Mais pour bien tout comprendre, on doit revenir à l'origine de cette histoire, à la naissance de Belle. Belle est le fruit d'un amour interdit entre une fée et un roi. Chez les fées, un roi n'a aucune valeur. Selon leur loi, il n'est pas possible d'épouser plus faible que soi, et le roi n'est pas assez puissant pour représenter un bon parti. C'est un simple humain. La mère de Belle se marie en secret avec lui, mais elle se fait rapidement dénoncer par une mauvaise fée. Et cette fée, vous la connaissez. C'est elle qui a également transformé le prince en bête. La mère de Belle se fait arrêter, et on l'envoie en prison. Bien qu'elle soit l'épouse d'un roi, son statut ne la protège pas. Les lois des fées sont hiérarchiquement supérieures, puisqu'elles sont faites par des créatures plus fortes. Ce sont elles qui tirent les vraies ficelles du pouvoir. Elles font croire au roi que son épouse a succombé à une maladie en son absence. Mais la mauvaise fée est intriguée. Elle veut savoir quel genre d'homme a pu faire tomber une fée. Elle se met à l'observer en cachette et elle finit par tomber amoureuse de lui. Elle entreprend alors de séduire le roi. Mais la fée est âgée, et elle n'est pas jolie. Elle a donc besoin d'une autre apparence pour arriver à ses fins. Elle commence par tuer la jeune reine d'un autre pays pour voler son identité. Puis, elle déclenche une guerre avec un royaume voisin afin d'appeler le roi à son secours. Cependant, malgré toutes ces manœuvres, le roi reste indifférent. Belle monopolise toute son attention, car elle lui rappelle son ancienne épouse. La fée est furieuse. Dans un premier temps, elle maudit Belle, elle la condamne à ne pouvoir épouser qu'un monstre. Ensuite, elle va monter un complot avec des courtisans pour assassiner l'enfant. Des courtisans vont kidnapper Belle et l'emporter dans la forêt pour l'assassiner. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Belle est sous la surveillance de sa tante, qui est elle aussi une fée. Elle se transforme en ours et démembre tous les conspirateurs avant qu'ils ne tuent Belle. Ainsi, les corps sont méconnaissables et on peut croire que Belle se retrouve parmi eux. La fée cherche ensuite un endroit où cacher Belle. Elle va trouver une maison dans laquelle une petite fille mourante est dans un berceau, et elle échange les deux enfants pendant la nuit. C'est ainsi qu'une princesse se retrouve dans une famille de marchands, sans que personne n'en sache rien. À travers toutes ces intrigues, on voit que les fées font plus que manipuler les humains. Elles changent les destinées, cachent des héritiers, et réécrivent l'histoire officielle simplement parce qu'elles en ont le pouvoir. En 1740, quand La Belle et la Bête paraît, la noblesse domine encore officiellement, mais le pouvoir réel est en train de glisser vers une haute bourgeoisie très riche, qui prête de l'argent pour financer la justice, les armées et les fêtes de la cour. La royauté de Louis XV dépend entièrement d'eux. De la même manière, dans La Belle et la Bête, le roi et la reine se retrouvent dépendants des décisions des fées. Alors maintenant que l'on sait tout ça, on peut se demander pourquoi Madame de Villeneuve, qui appartient pourtant à la noblesse, a écrit un conte qui annonce sa propre déchéance. Et que cherche-t-elle réellement à nous dire à travers tous ces détours scénaristiques?